sans transition et sans le blabla habituel, on passe à la review série 2025, vu que cette vidéo fait suite à celle-là. Et je ne vais pas te mentir, je vais grave faire genre, parce que j'ai regardé que 2 séries l'an dernier. Ouais, je suis pas fière. Mais les studios, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et qu'en plus, il faut au moins dormir. Du coup, ça fait moins de 24 heures. Et que s'ils veulent que je regarde leur série, c'est simple. Qu'ils me donnent accès à la salle de l'esprit et du temps. S'il y a bien un truc à retenir en 2025 dans le diaspora US, c'est que ça y est. Les sites de streaming sont devenus les rois du monde. Je m'explique. Selon Nielsen, qui est une entreprise mondiale de mesure d'audience, en mai 2025, aux États-Unis, le temps passé sur les plateformes de streaming a dépassé celui de la télévision traditionnelle. Broadcast et câble, soit plus de 44% du temps de visionnage. À noter que YouTube est aussi inclus dans ce calcul. Mais c'est pas pour autant que les chaînes ont dit leur dernier mot. High Potentiel, qui est le remake de HPI, a été suffisamment plébiscité pour obtenir un renouvellement dès janvier 2025 et les chaînes dans l'ensemble préfèrent miser sur la valeur sûre qu'est la franchise. Ainsi, 911 Nashville ou même Sheriff Country, qui est le spin-off de Fear Country, ont eu des débuts très prometteurs vu que ces séries ont obtenu un renouvellement. NCIS Origin a eu aussi sa 2e saison en 2025 et a obtenu une 3e saison en ce début d'année. Et sur NBC, la franchise One Chicago et Law & Order continue de rester le pilier absolu du mercredi et du jeudi soir. Un autre genre qui marche encore et qui a l'air d'être kiffé par le public est le genre sitcom. Dans la sous-catégorie mockumentary, Abbott Elementary est sur sa 5e saison et le spin-off de The Office, The Paper, a commencé l'année dernière et a obtenu une 2e saison. La série Animal Control a diffusé sa 3e saison et Going Dutch a obtenu un renouvellement pour une 2e saison. Et le revival de Scrubs a été décidé l'an dernier. Et c'est intéressant de noter que les chaînes de broadcast restent frileuses et produisent moins de séries parce que la concurrence streaming est devenue bien trop importante. Certes, en termes de quantité, moins de séries sont produites. Pour rappel, en 2024, le nombre de séries qui a été lancé a fortement diminué, marquant le post-pic TV. Cette période produisant des séries en veux-tu, en voilà, et couplée à la grève des scénaristes et acteurs en 2023, ça a marqué le début d'une nouvelle ère où l'industrie a décidé de procéder à une sélection plus stratégique, je dirais. Et en termes de genre, l'année dernière, sur les séries US que j'ai relevées bien évidemment parce que j'ai pas réussi à choper la liste entière des séries en cours de diffusion en 2025. Et ces chiffres incluent à la fois les chaînes TV et les séries qui sont disponibles sur les plateformes de streaming. Et ça donne ça. Une domination du genre comédie et animation. Bon, dedans, il y a l'animation adulte et enfant qui sont confondus. Suivi du genre criminel parce que, on reste fasciné par la noirceur de l'humanité. Ça se voit que ces 2 vidéos review qui est drama série sont trop longues. Ma véritable personnalité commence à se montrer. Et c'est suivi en 4e position par le genre dramatique. Et sans transition, passons à la revue flemmarde des plateformes de streaming en France. Netflix l'éclectique. Netflix continue d'appliquer sa politique, à savoir proposer un catalogue riche en contenu de différents pays. Ainsi, bien que le top 50 soit dominé par les séries US, le reste du top 50 est plutôt européen avec une part de séries françaises estimée à 14%. Et ce grâce à qui ? Grâce à Astérix et Obélix, le combat des chefs entre autres. Cette série, réalisée sous la houppette du grand maître Chabat, oui, je le kiffe cet enfant, j'adore son humour et je le trouve toujours aussi génial. Et ça n'a pas loupé. Chabat a encore une fois de plus réalisé une série joyeuse qui, tout en ayant l'esprit Astérix, a cette patte Chabat avec des jolies références pop culture, un style qui n'est pas sans rappeler le remake de Ranma 1,5 que je conseille à fond, parce que c'est l'un des mangas que je kiffe le plus et que son animé retranscrit à la perfection ce côté délire chaotique. Bref, c'est un hors-sujet incroyable. Et revenons à nos moutons, ça n'a pas loupé. Astérix et Obélix est devenue la 4e série la plus regardée sur le Netflix français parce que nous, Français, on a quand même beaucoup d'affection pour cette bande dessinée. Et je sais pas, des fois ça fait du bien de voir des gens juste kiffer un truc quoi. Le documentaire sur Bertrand Cantat a lui aussi réussi à se faire une place dans ce top 50 et doit son succès malheureusement à l'un des meurtres les plus médiatisés, parce que Noir Désir quoi. Mais il fait super bien son boulot parce que ce documentaire montre une facette qui m'avait été impossible d'envisager tant j'ai été happée par la narrative journalistique à l'époque.
Et ce documentaire prend le temps de parler de ce meurtre, de tout le procès judiciaire qui a eu lieu, vu que le meurtre n'avait pas eu lieu sur le territoire français, du battage médiatique autour et des belles narratives qui ont été mises en place pour minimiser l'horreur de ces gestes, comme c'est le cas pour ce genre de crime encore aujourd'hui, malheureusement. Et aussi pourquoi et comment ce procès a été du pain béni pour Bertrand Cantat. Vu qu'au vu des éléments montrés dans ce documentaire, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Bref, revenons dans un registre plus fictif avec Pax Massilia, qui a diffusé sa 2e saison l'an dernier et qui a réussi à prendre la 24e place. Comme j'ai pas vu la série, j'ai demandé à Petit Frère Chéri numéro 1 ce qu'il en a pensé de la 2e saison. Et il a répondu « ça va ». Voilà. Le top 10 retranscrit cette logique car il est très varié et surtout très européen. Adolescence est la série qui a fait beaucoup parler d'elle, en dehors de la série en elle-même, à cause de son format car chaque épisode est filmé sous la forme d'un seul et unique plan séquence, et aussi à cause de son histoire et du jeu de ses acteurs. Et un peu à l'instar de Squid Game qui a une portée sociétale vu que ça parle de la violence de cette société capitaliste, qui n'hésite pas à exploiter la pauvreté pour de l'amusement. Et là je te laisse voir la vidéo de Bolshevik Geek ou même l'une des vidéos qu'a fait Adam Bross sur ce sujet qui donne des points de vue vraiment intéressants et qui mène à une réflexion sur le capitalisme en règle générale. Et j'en étais à où déjà ? Ah oui, adolescence. Adolescence a peut-être beaucoup plus impacté les parents parce que c'est une série qui peut potentiellement les interpeller au vu des thématiques exploitées. Mais ça a donné lieu à des conversations très très passionnantes avec les membres de ma famille sur ce que la jeunesse d'aujourd'hui doit affronter, du rôle des réseaux sociaux, de la parentalité et de la communication en règle générale. Mais que la série, elle plaise ou non, Adolescence a le mérite d'être l'une de ces séries qui te pousse à la réflexion post-visionnage et peut-être aussi de prendre conscience de la difficulté d'être un adolescent aujourd'hui. Parmi les séries les mieux notées de Netflix du top 50, 1883, qui est une série Paramount, est celle qui tire la tête du palmarès avec une note de 4,5. Cette série Paramount, préquel de Yellowstone, met l'accent sur le comment la famille Dutton acquiert ce bout de terre qui deviendra Yellowstone par la suite. Et américain Primeval, avec sa note de 4,3, est une histoire fictionnelle basée sur des événements réels et tu suivras dans ce western de survie un groupe d'hommes et de femmes, pionniers, colons, trappeurs, autochtones, dont les destins s'entrecroisant. Bien que ce soit une fiction, cette série prend quand même racine sur des événements réels où subsistait une tension extrême entre le gouvernement des États-Unis et les Mormons et qui va se servir du massacre de Mountain Meadows pour lancer la trame scénaristique. Bref, une série intéressante si tu veux voir une version fictive d'un western avec un visage beaucoup plus brutal où la survie est le but principal. L'an dernier a marqué aussi la fin de pas mal de séries Netflix. Ainsi, on a pu voir la fin de Stranger Things qui s'est enfin terminée après une dernière saison des plus. En vrai, je vais pas insulter la série, mais disons que j'ai ressenti une certaine frustration. Et ça va faire ma deuxième série review pleine de rage que j'ai prévu de faire cette année. Ouais, ça va être pleine de haine et pleine de mauvaise foi. Donc si t'as aimé la dernière saison de Stranger Things comme cousin adoré numéro 1, je te déconseille de regarder cette vidéo que je ferai. En plus de cette série, You a eu droit à son final qui a quand même été pas mal critiqué. Moi, personnellement, j'ai lâché l'affaire avec cette série quand je l'ai vu se faire plaisir en matant sa victime. Je me suis dit, c'est pas possible, hors de question que je suive les péripéties de ce gros dégueulasse pervers. Mais après, faut pas se fier à mon compas moral, il est très très aléatoire. Mais j'ai quand même pris plaisir à regarder les vidéos critiques sur ce final, et en soi, je trouve quand même que la conclusion de ce personnage est assez logique, donc ça va. Sinon, Cobra Kai et Jurassic World Chaos Theory ont eu eux aussi fini de raconter leur histoire, et ce de manière assez satisfaisante. Selon cousin adoré numéro 1 pour Cobra Kai et petit frère chéri numéro 1 pour Jurassic World Chaos Theory. Et en termes d'annulation série US, Netflix reste dans sa zone de confort avec l'annulation de 10 séries. Et à la lecture de cette liste et des synopsis, je trouve ça un peu dommage pour The Residence parce que je pense qu'il avait quand même le potentiel de devenir le Only Murder in the Building version Netflix. Parmi les séries sous-cotées, et quand je dis sous-cotées, c'est que j'ai pas vu de vidéo quand je tape le nom de la vidéo plus avis sur YouTube, c'est parti pour une petite liste de séries que j'ai envie de découvrir quand j'aurai le temps de les regarder et que j'ai pas trop entendu parler sur le YouTube français. Département Q. Cette série, qui est un remake d'une série danoise, est elle-même basée sur un livre, et oui, vive les livres, parle d'un détective, Karl Mork, qui se retrouve mis au placard suite à un incident un peu beaucoup moche, et qui va faire équipe avec des gens un peu atypiques, et on va le suivre sur une enquête qui a été classée comme un cold case.
A Discovery of Witches parle d'une sorcière qui va faire équipe avec un professeur vampire parce qu'elle a mis la main sur un manuscrit et a appelé sans faire exprès toutes les créatures surnaturelles qui se sont dit vas-y on va la terminer. Et du coup, ils vont tous les deux faire équipe et je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais bon, vampire et sorcière, c'est toujours un bon combo. Tu remarqueras que la qualité d'écriture des résumés se dégrade profondément, mais c'est parce que mon cerveau il est en surchauffe et du coup il a activé le mode flemmardise absolue. Et la série partira de Netflix le 14 avril. Je pense que je vais bien la louper cette série. J'avais pas vu de vidéo critique Untamed sur YouTube, sauf celle de Cinécast, avec Eric Bana qui enquêtera sur la mort d'une femme qui est décédée. Ce qui ressemble de prime abord à un accident donnera lieu à une enquête où le parc de Yosemite sera un peu la star de ce thriller. Mais je pense que cette série a dû être citée dans les séries sous-cotées, peut-être dans les reviews 2025, chez au moins un youtubeur français. Et ce, rien qu'à cause d'Eric Bana. Devil May Cry est une animation qui parle d'un chasseur de démons qui hésite peut-être à pleurer, je sais pas. Mes cousins adoraient la conseiller, ils en parlaient avec tellement d'enthousiasme alors que j'avais tellement pas écouté que je ne peux que te le conseiller. Et si tu as des séries Netflix sous-cotées que tu conseilles, je lirai avec plaisir ton avis dans la section commentaires. Même si c'est pas sûr que je les regarde, mais je le noterai dans un coin de mon esprit. Et avant de finir sur le top 5 des séries qui ont eu la première position en 2025, je veux juste prendre un instant pour féliciter à l'épisode Feu de cheminée qui s'est positionné en première position le 25 décembre 2025. Cet outsider qui n'a probablement jamais eu la prétention de batailler avec tous les mastodontes que balance Netflix a fait une masterclass en prenant le jour le plus hypé de l'année. Chapeau l'artiste. En 5e position, on trouve en ex-aequo The Night Agent, Monster, l'histoire d'Ed Gein et Stranger Things qui ont comptabilisé 14 jours en première position. The Night Agent avait dominé fin janvier et février avec 14 jours consécutifs. Monster, l'histoire d'Ed Gein début octobre et Stranger Things a probablement bénéficié du découpage en partie vu que la série a dominé fin novembre puis fin décembre. En 4e position, Astérix, le combat des chefs, Yay. Ginny et Georgia et Untamed comptabilisent 15 jours en première position. Astérix pour début de mai, Ginny et Georgia en juin et Untamed au mois de juillet qui est venu piquer la place de Soleil Noir au KLM. On passe dans le top 3 avec Squid Game qui a réussi à prendre la 3e position avec un cumul de 25 jours, qui a bénéficié de l'impulsion donnée fin 2024 avec la diffusion de la saison 2 et une 3e saison qui a été lancée le 27 juin 2025. En 2e position, Mercredi confirme sa popularité avec une diffusion en 2 parties en août et en septembre sur 26 jours. Et le vainqueur de ce top 5 est Adolescence qui a tout simplement happé cette première place le lendemain de sa diffusion le 13 mars 2025. Pendant 29 jours. Disney, la safe players. Alors, Disney continue de jouer la carte de la sûreté en continuant de miser sur ses franchises. Ainsi, dans ce top 50 de ce classement, 15 séries sont issues de franchises et en termes de genre, on a un meilleur équilibre des genres avec une domination du genre animation avec Win or Lose qui non seulement est l'animation la mieux classée, mais en plus a eu la meilleure note sur Allociné. Le genre comédie et dramatique conclut ce top 3 des genres. Cependant, Disney poursuit sa logique de produire beaucoup moins, mais avec un budget beaucoup plus conséquent. Par exemple, Alien Earth aurait bénéficié d'un budget de 250 millions d'euros, tandis qu'Iron Heart aurait eu un budget de 150 millions d'euros. Pour avoir une idée de comparaison, Alien Romulus aurait coûté 80 millions de dollars. Ce qui fait que certains Disney coûtent vraiment bonbon. Et on peut dire que ça a payé dans une certaine mesure car Alien Earth est devenue la série la plus streamée de Disney France en 2025. Pendant qu'Iron Heart a pris la 6e position, mais a malheureusement eu des retours catastrophiques. Ce top 50 est clairement dominé par les séries US, avec une petite part pour les séries françaises et anglaises. Ouais, ça fait pas beaucoup de séries françaises, j'en conviens, mais t'inquiète pas, on va se la péter dans quelques instants. Et l'une des spécificités de ce top 50 est la présence du podcast Couche Baléa Situation qui se place en 33e position. Dans ces podcasts, on la voit discuter en mode chill avec des grosses stars. Et moi je dis bravo Lena. Taylor Swift a happé la 29e position avec son documentaire The Era Tour, The End of an Era, avec une jolie note de 3,8. Et de toi à moi, je trouve que ce filon vaut la peine d'être exploité. Et le jour où ils lanceront ce genre de documentaire avec des chanteurs de K-pop, Disney va se frotter les mains. Mais en tout cas, Netflix l'a compris vu qu'ils ont l'exclusivité avec la tournée de BTS Arirang.
Passons au top 10 de l'année dernière. Daredevil a réussi son comeback sur Disney+, après avoir pris fin sur Netflix il y a 7 ans de cela. La série prend la 2e position et malgré sa jolie note de 4,1, elle n'a pas été forcément plébiscitée et en a un peu souffert car elle a été beaucoup comparée avec la série Netflix et les gens ont quelques reproches qui seront, j'espère, rectifiés par la suite. Sterling K. Brown a réussi à avoir cette année 2 séries sur Disney et a réussi avec Paradise à prendre la 5e position de ce classement. C'est une série SF où son personnage Xavier Collins se retrouve dans la mouise parce que c'était la dernière personne à avoir vu le président avant sa mort. Et la cerise sur ce gâteau très thriller est le fait que cela se passe dans un huis clos particulier, car ce gouvernement est en fait dans un bunker où les survivants d'une apocalypse se sont réfugiés. Selon Cousin Adoré, parce que autant petit frère chéri numéro 1 est cinéphile, autant cousin adoré numéro 1 est sériephile. Parce que je les adore tous mes cousins, du coup je suis obligée de les numéroter. Bref, selon lui, cette série est un must-watch. Passons aux meilleures notes du top 50 Disney+ de l'année dernière. Parce que Cocorico, a obtenu la très jolie note de 4,7 sur 5 sur Allociné. Et ouais, ma figure. Kianko Jandi signe là une suite que personne n'a demandé mais que tout le monde a adoré. Pourquoi ? Bref 2 est une série qui a su tenir compte de son public. Ce personnage de jeu qui était un peu pas folichon, on l'avait quitté sur une note positive en mode « Va petit oiseau, prends ton envol ». Sauf qu'on se rend compte dans Bref 2 que le petit oiseau il a pris son envol mais en mode vite fait. Très très vite fait. Que l'âge ne rime pas forcément avec maturité, avancer, tout ce que tu veux. Et Kenji a réussi un coup de maître en écrivant une suite qui fait vraiment écho au public qui l'a suivi. Parce que le truc, c'est tout simplement une introduction à la thérapie où en naviguant à travers ses émotions, en essayant de se comprendre et de comprendre les autres, fait écho à son public envers qui ça résonne. Et ça a marché parce que Catching, 4e position, et Catching, une note de 4,7 sur 5, sachant que c'est la meilleure note que j'ai relevée sur toutes les plateformes partie série. Pour le coup, Disney, je pense que c'était ton meilleur move 2025. Bravo. Dying for Sex met en place une Michelle Williams qui décide de se lancer dans une quête du plaisir charnel, car elle n'avait jamais pu expérimenter cela avant. Étant sur le point de mourir, elle décide de profiter de ses derniers instants en se priorisant elle et sa sexualité. Et ce qui pourrait ressembler à un Californication est en fait une ode à la vie avec une femme qui se découvre et apprend à se connaître à travers ses conquêtes. Et cette note de 4 reflète une série douce amère où Molly apprend à rire malgré ses pleurs et ne se laisse pas happer par cette peur de la mort. Et au contraire, décide de rentabiliser au max les jours qui lui restent. The Bear et Only Murder in the Building continuent d'être des valeurs sûres avec leurs notes de 4,2 et 4 respectivement. Il est à noter que même si The Bear continue d'être aimé, la dernière saison ne fait pas forcément l'unanimité car les critiques l'ont trouvé un peu en deçà des précédentes saisons. Après, pour tout avouer, j'aime bien cette série, mais je ne comprends toujours pas pourquoi c'est classé dans comédie dramatique parce que j'ai vu plus de drames que de comédie et j'ai encore la rage contre Sid après son abandon lors du rush. Ah là 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 là, comment elle m'avait fâchée. Et en plus, elle est revenue comme une fleur. Mais moi, jamais de la vie, je l'aurais laissée revenir comme une fleur. Bref, on va arrêter de râler et on va partir du principe que je ne comprends pas la génialité de cette série et que si les personnages n'ont rien à dire, moi non plus. Sinon, Only Murder in the Building continue d'être aussi génial, mais après, avec son casting des plus adorables et son style bien à lui, si le scénario est à minima bon, je trouve ça normal que les gens y suivent. Je n'ai malheureusement pas pu mettre la main sur la liste des top 1 sur Disney+ l'an dernier, du coup, go Amazon Prime. Amazon, là je sais pas quoi, je suis pas inspirée. En toute sincérité, je comprends absolument pas ce que fait Amazon. Donc si quelqu'un comprend sa politique en matière de séries, je suis preneuse. Pour l'instant, j'ai l'impression de voir des gens qui ont une grosse trésorerie, mais qui font absolument tout et n'importe quoi avec ce budget. Donc, pour le coup, si tu comprends, je suis toute oui. Passons sur le top 50 d'Amazon Prime. Les séries US dominent, logique, suivies par les productions françaises. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que les dramas coréens commencent à se faire une petite part dans ce top 50, même si c'est inférieur à 5%. L'autre spécificité de ce top 50 est la présence des téléréalités, qui est le deuxième genre le plus plébiscité derrière le genre thriller. Et en troisième position, on a un ex-aequo entre le genre animation, fantastique, dramatique et action. Amazon Prime est la seule plateforme qui a une série musicale dans son top 50. De Runa Ronds parle de jeunes qui forment un groupe de rock et c'est une histoire axée sur des jeunes qui profitent de la vie et qui en profitent pour chanter des chansons. Ce top 10 est fortement intéressant car il est constitué dans sa majorité de séries qui ont commencé avant 2025. Seules 3 séries ayant commencé l'année dernière ont pris leur place dans ce podium.
The Summer a Turned Pretty est le plus gros succès Amazon de l'année dernière. Et la dernière saison qui a été diffusée clôture cette série qui commence en 2022. The Summer a Turned Pretty, très axé ados ou jeunes adultes, narre les aventures amoureuses de Belly qui, au milieu de joie amoureuse et peine de cœur, verra son cœur balancé entre deux frères, Conrad et Jeremiah. C'est pas ma tasse de thé parce que les triangles amoureux, ça m'énerve. J'ai envie de frapper les gens. Mais après, je vais pas juger et parce que je suis contradictoire vu que l'un de mes K-dramas préférés implique un triangle amoureux avec deux meilleurs potes. Et là, tu peux le dire, c'est du gros n'importe quoi. Mais sinon, voir une meuf se demander si elle veut ce mec ou ce mec pendant 3 saisons, franchement, très peu pour moi. Et je me connais, ce genre de personnage me donne des envies de meurtre. Reacher continue sur sa lancée avec une 3e saison et c'est pour moi la formule parfaite de succès car Reacher a un bon matériel de base et la formule action est toujours un pari gagnant. Philippe Lachaud a lancé l'an dernier la 5e saison de Kiri Sort et a été clairement bien reçue au vu de sa 4e position. Parmi les séries qui ont été lancées l'an dernier, Jensen Ackles a malheureusement lancé une série qui aurait pu être intéressante mais qui a été annulée probablement à cause de sa mauvaise réception. Vu que le scénario, à défaut d'être innovant, n'a pas réussi à être intéressant. Et la VF a d'autant plus souffert parce que la voix habituelle de Jensen a changé et ça a dû décourager plus d'un. Les gens, quand on a Jensen Ackles, ont fait un effort, c'est juste pas possible. Ce mec, il a un charisme incroyable, il a du talent à revendre. Donc Amazon, je t'invite à lui filer un scénario soit intéressant, soit génial. Tu peux pas faire moins, je suis désolée. Nous les menteurs et le genre de série ça passe ou ça casse, car autant il peut attirer des gens à cause de son synopsis, c'est-à-dire une jeune femme cadence qui perd la mémoire suite à un accident et qui va essayer de reconstituer ce qui s'est passé, le tout coincé dans une île, autant le rythme est le truc qui peut en décourager plus d'un. En termes de notes, étonnamment, en incluant The Reacher, peu de séries sont classées dans le top 10. The Days of Jackal est une série british qui parle d'un assassin qui joue au chat et la souris avec les gentils qui cherchent à le choper. Et quand je dis gentil, c'est surtout Bianca Pullman qui est un agent du MI6. En tout cas, c'est le genre de série où tu ne sais pas spécialement qui encourager car Eddie Redmayne est paraît-il incroyablement charismatique dans le rôle de Alexander Dugan, plus connu sous le nom de Jackal. On va parler un peu d'animation avec Hazbin Hotel qui me tente énormément car avec ce style un peu particulier, on suit la charmante démon Princesse Charlie Morningstar qui gère un hôtel un peu particulier. Et si jamais tu l'as vu, j'aimerais bien avoir ton avis STP. Par contre, il est à noter qu'Amazon a fait un petit ménage dans ses séries, car une dizaine de séries ont été annulées l'année dernière, dont La Roue du Temps. Et là, je me demande comment ils ont fait, parce que La Roue du Temps, c'est un très très bon livre, et c'est grave intéressant, même si je me rappelle plus de l'histoire. Mais en tout cas, je me rappelle que quand je l'avais lu, j'étais à fond dans le bouquin. Donc, ma question, il s'est passé quoi? La série n'a pas pu trouver son public ou ils ont fait du caca boudin avec le matériel d'origine? Et là, on va finir avec le top 5 des premières positions Amazon. Et je pense que tu le devineras facilement au vu des éléments que j'avais déjà évoqués. En 5e position, Nous les menteurs et Geneviève finissent ce classement avec 22 jours en première position. Nous les menteurs à partir de mi-juin, alors que Geneviève s'est un peu bagarrée avec l'été où je suis devenue jolie là. LOL Kiri Sort a pris la 4e position, continue vers mi-avril, début mai. Beast Game, malgré son absence du top 10, a quand même réussi à prendre la première position pendant 28 jours en discontinu car On Call et Dear You lui ont un peu mis les bâtons dans les roues et se positionne en 13e position de ce classement. Richer, quant à lui, a réussi à dominer probablement grâce à ses muscles pendant 30 jours, ce qui le place en 2e position. Et en première position, L'été où je suis devenue jolie, qui est la grande gagnante avec 86 jours en première position. Cette série a cumulé ce joli record pendant l'été. N'empêche, 86 jours, c'est quand même incroyable. Apple la bourgeoise. Apple continue sa politique de séries que je qualifierais de luxe. Si je devais décrire les séries Apple, je dirais que c'est la personne qui porte des habits dont tu ne vois pas forcément la marque, mais qui pue l'argent à milieu. Oui, on sent mes origines de gueux, et non, je n'en démentrerai pas. Chez Apple, c'est le genre comédie qui domine ce classement, suivi de près par le genre thriller. La science-fiction occupe une belle place dans ce classement, avec le genre documentaire, et la domination des séries US est incontestable dans ce top 50, et 4 pays ont quand même réussi à intégrer ce podium. Jack, qui a quand même été lancé en 2020, continue d'être dans ce top 50, mais en même temps, c'est pas compliqué, tu me diras, vu qu'il y a beaucoup moins de compétition que sur les autres plateformes de streaming. Et la saison 2, qui a été lancée au début de cette année, a d'ores et déjà catapulté cette série en première position les plus vues.
de Buccaneers est la série qui a fait un gros bond dans ce classement en passant de la 47e position à la 10e position, ce qui reste la meilleure progression de 2025, confirmant l'intérêt des séries historiques. Car dans cette série, on suit 5 femmes venant des États-Unis qui vont faire leur premier pas dans la société londonienne, le genre de série intéressante car elle explore la thématique des différences entre les codes sociaux et les traditions fortement ancrées dans la société anglaise. Le top 10 est constitué dans sa majorité de séries qui ont été lancées avant 2025. Your Friend and the Neighbor et The Last Frontier terminent ce classement avec des notes plutôt positives. Jon Hamm joue dans Your Friend and Neighbor, qui est une comédie noire, le rôle d'un mec qui se décide de piller ses voisins parce qu'il est au chômage et qui veut continuer son train de vie. Bref, le genre de plot qui tombe dans la catégorie « Attends, je croyais avoir une idée de génie, mais je comprends pas pourquoi je me retrouve tout le temps dans la mouise ». Et clairement, des problèmes il va y en avoir, vu que la série a déjà été renouvelée pour une 3e saison, avant même le lancement de la 2e saison. The Last Frontier est peut-être l'une des séries qui me tente le plus du fait de son synopsis. Jason Clarke joue le rôle d'un US Marshal qui se retrouve obligé de protéger son village, je crois, de dangereux criminels qui se sont échappés d'un avion. Enfin bref, c'est John Bokenkamp qui est derrière ce projet et il est notamment connu pour son travail sur The Blacklist. Et si j'ai grave adoré Raymond, je pense qu'avec cette série, j'aurai mon lot de personnages que je trouverais charismatiques. Mais bon, là je mets peut-être la charrue avant les bœufs vu que la série a eu une note de 3,6. Donc à voir. Ted Lasso est probablement la série qui m'étonne le plus car la dernière saison a été diffusée en 2023 quand même. Et pourtant la série a réussi à rester dans le haut du classement tout ce temps, malgré le fait qu'aucune nouvelle saison n'a été diffusée entre-temps. Cette série parle de Ted Lasso, logique, coach en football américain qui se retrouve embauché en tant que coach en football en Angleterre. Et ce pour provoquer la chute du club à cause de son inexpérience. Et la série a pas mal de choses à exploiter comme les différences culturelles, le coaching d'un sport entièrement différent et le tout dans la bonne humeur avec un personnage qui a l'air agréable et chill, ce qui n'est pas courant dans le genre fiction. Et pour info, si tu veux une série qui parle de sport où une personne est embauchée pour provoquer la chute d'un club, je te conseille la série Hot Stove League où Nam Gong-min interprète un manager qui intègre un club de baseball qui part à valo. Par contre, la série est beaucoup plus sérieuse et même si tu connais pas le baseball, t'inquiète pas, il y a les explications et tout et c'est disponible sur Netflix. Pour le coup, Ted Lasso domine ce classement avec une jolie note de 4,4. Slow Horse, comme je te l'ai dit, je vais le découvrir une fois que j'aurai fini ces 2 vidéos. Oh, combien longues. Oh, combien j'en ai marre d'être sur ces vidéos. Vivement que je les finisse. Non mais sérieux, ils font comment les autres youtubeurs pour sortir des vidéos tous les 4 matins? Ce sont des génies. Sinon, For All Mankind, qui a commencé sa 5e saison il y a quelques jours, elle bénéficie d'une des meilleures notes avec Blackbird et tous les deux ont une jolie note de 4,2. For All Mankind, c'est une série qui s'étend sur plusieurs générations et qui montre un monde alternatif où l'Union soviétique était prête à envoyer un homme sur la Lune. Un autre must-watch selon Cousin André. Perso, pour ma part, c'est plutôt Blackbird qui me tente énormément parce que déjà, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc c'est parfait pour mon côté un peu psychopathique. Et de deux, la composante psychologique a l'air grave tentante, vu que dans cette série, James Keen se voit offrir un deal dangereux. Ce jeune homme emprisonné à la suite de ses activités criminelles dans le domaine de la drogue se voit offrir une chance de sortir de prison s'il parvient à obtenir des aveux de son co-détenu. Et pourquoi ça me tente? Tout simplement parce que déjà j'aime beaucoup Taron Egerton et aussi j'aime beaucoup quand un personnage fait face à un autre personnage magnifiquement dangereux, comme dans Le Silence des agneaux ou même dans La Faille. Apple a peut-être la politique quant aux séries que j'apprécie le plus avec HBO. Je sens qu'ils ont une volonté de construire un catalogue de séries intéressantes, pas forcément susceptible de plaire à tout le monde, mais qui va attirer des gens de manière beaucoup plus pérenne. Prends par exemple The Studio, qui critique l'industrie du cinéma directement, sans aucune pitié. La série a un attrait du fait de son casting 5 étoiles, mais elle parle de l'industrie en elle-même, des films et ce qu'il y a autour des films, à savoir les gens qui sont dans cette industrie. Résultat, la série a eu 23 nominations à la 77e Prime Team Emmy Award, marquant l'histoire en devenant la comédie ayant eu le plus de nominations pour cet award. Ou même Severance qui avec sa première séquence, je crois, je sais plus si c'est la première séquence ou la deuxième, en tout cas c'est
c'est la séquence, tu sais, quand il sort de l'ascenseur. Eh ben, elle a attiré suffisamment de buzz et elle a pu devenir ainsi la meilleure série de 2025. Et il y a un véritable travail tant au niveau scénaristique qu'au niveau publicitaire, parce que les gens qui sont venus par pure curiosité suite à cette séquence se sont retrouvés happés par cette série au visuel malaisant et avec un scénario encore plus malaisant, mais génial. Le 14 janvier 2025, Apple a fait un coup de génie en termes de marketing avec la participation aimable des acteurs qui se sont proposés de jouer le jeu par amour de la série. Et à l'intérieur de la gare centrale de New York, Apple a mis en place un cubique où les acteurs sont tous venus faire ce qu'ils font habituellement dans la série, à savoir un truc que je ne capte toujours pas. Résultat, un double buzz qui a assis la suprématie de la série l'an passé et qui l'a placée en série la plus vue de 2025. Et Apple TV est peut-être l'une des plateformes qui, aujourd'hui, est la plus susceptible de produire des contenus evergreen, c'est-à-dire des séries qui seront non seulement consommées à leur sortie, mais qui seront revisionnées, soit parce que la série est très bonne, par exemple Breaking Bad, ou parce que la série a su devenir un succès qu'on adore visiter et revisiter. Ce qui explique pourquoi, sur Disney+ l'an dernier, Grey's Anatomy a été la série la plus vue d'un point de vue mondial. Et côté qualité, Apple TV ne déçoit pas. Cette année, Pluribus, la nouvelle série de Vince Gilligan, a été la série que je voyais partout. Et qui sait, même si Apple TV n'a pas autant d'abonnés que Netflix ou Disney+, elle sera peut-être avec HBO l'une des chaînes qui écrira les meilleures séries de cette décennie. Et je vais enchaîner sur le top 5 des séries qui ont fini en première position l'année dernière. Et j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas trop de grosses surprises. En 5e position, on retrouve Your Friend Ennegbour qui aurait pu enchaîner sans carême, qui lui a piqué son spot 2 jours par semaine au mois de mai. The Morning Show se retrouve en 4e position avec 37 jours en première position. Et on rentre dans le top 3 avec Pluribus qui a appelé la fin de l'année tranquillement avec 48 jours. Fondation, lui, est en 2e position avec 56 jours. Et Severance, grand champion sans grande surprise, car la série a réussi à occuper la première position pendant 89 jours. HBO, l'indétrônable. On va pas se mentir, même si je viens de chanter les louanges d'Apple TV, HBO, c'est THE chaîne qui a produit de très bonnes séries qui ont fait l'histoire et qui continue de produire des séries qui plaisent sans aucun doute. Et pour le coup, en termes de genre, on a franchement de tout avec cette plateforme, sans aucune grosse domination de genre, et tu as vraiment de quoi trouver ton bonheur pour le coup. The Cher Company, qui était lancée l'an dernier, est une série complètement absurde sur un mec qui, lors d'une réunion, sa chaise elle se casse, et de fil en aiguille, il aura l'impression d'avoir mis les pieds en plein milieu d'une conspiration. Ouais, le truc, il est bizarre. Mais la série explore certaines frustrations qu'on peut avoir à cause de notre société devenue un peu trop capitaliste, je dirais. Mais l'un dans l'autre, même si les spectateurs d'Allociné lui ont donné une note de 3,2, le truc a non seulement eu un gros succès, mais aussi a eu le joli titre de la meilleure comédie lancée depuis Avenue 5 en 2020. Son top 10 2025 s'est enrichi de 3 nouvelles productions HBO qui non seulement ont été bien reçues, mais aussi ont été bien notées. La première place est occupée par The Pitt, où on suit la garde de nuit, chaque épisode représentant une heure en particulier. Et sans te mentir, j'ai vraiment adoré cette série pour son format, pour l'histoire qu'elle a racontée, pour la pléthore de personnages qu'elle nous a offert, chacun ayant leur part de lumière et d'ombre. Noah Wyle continue de prouver que c'est un acteur qui est plus qu'engagé, déterminé à utiliser le vecteur audiovisuel pour montrer à quel point le système santé est cassé et à quel point le personnel est malmené et au bout du rouleau, surtout après le Covid. Alors oui, pour des raisons de rythme, ils ont peut-être rajouté plus d'éléments perturbateurs pour garder cette tension constante pour que nous on continue de voir, mais le fond du problème est là. On les voit d'heure en heure prendre multiples casquettes alors qu'ils sont au bout du rouleau et qui n'en peuvent plus et que seule la vocation les fait tenir. Et c'est une réalité qui n'est pas belle à voir et qui continuera de se dégrader à cause de décisions politiques des gens qui n'en ont rien à carrer. Bref, l'une des autres raisons qui fait que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série, ils en avaient parlé à l'époque et malheureusement je retrouve plus la source, mais en gros ils parlaient de vouloir réaliser une saison par année, histoire de ne pas trop faire attendre les spectateurs, et moi franchement ça me va, parce que j'en ai marre de cette nouvelle mode où ça met 10 000 piges pour confirmer le renouvellement, 10 000 piges pour avoir la nouvelle saison, ce qui fait que tu as oublié tout ce qui s'est passé avant. J'aime cette époque où j'avais une relation mieux programmée, plus saine avec les séries, où je pouvais me consacrer que sur une chose, m'énerver sur les personnages ou l'histoire ou tout ce que tu veux parce que je suis une rageuse. Mouahaha. Un peu plus loin dans le classement se trouve Common Side Effect, un animé de Cartoon Network qui parle d'un mec qui découvre un champignon magique capable de guérir tout, mais
tout. Et le mec, il va essayer de faire en sorte d'utiliser ça pour mettre fin à toutes les maladies. Et forcément, ça va pas plaire parce que tu as tout un business autour de la maladie. Et du coup, le monsieur qui se fait grave du fric sur la maladie des autres, il va tout faire pour mettre un terme à ça. Et t'as aussi le gouvernement qui sera impliqué dans cette chasse aux sorcières. Et c'est peut-être un animé, mais c'est aussi quelque part un essai sur la moralité. Bref, l'un dans l'autre, HBO continue son petit bout de chemin qui sera peut-être semé d'embûches, car son rachat va peut-être changer son ADN. Vu que le président de Paramount étant un MAGA fanboy, malheureusement, la qualité et le contenu des futures séries HBO risqueront d'en pâtir. Et j'appréhende cela tout comme j'appréhende le devenir du GC vu que ça a été racheté par la famille Bolloré, mais ça c'est une autre histoire et une autre réflexion qui ne risque pas de plaire à tout le monde. Et on finit par le top 5 des premières positions de l'année dernière. Et en 5e position, Task a été le succès de la rentrée avec 32 jours. Juste Like malgré ses critiques, réussit à prendre la 4e position avec 37 jours. Quant à White Lotus avec 53 jours, elle prend la 3e position. The Last of Us est le second avec 61 jours et Hit Derry est le grand gagnant avec 64 jours. Comme pour la partie qui est drama, je fais aussi cette année un à dimanche prochain, pas Award édition série, avec des catégories distinctes que tu peux remplir entièrement ou non. Le but, c'est de pouvoir partager ce qui a fait ton année série 2025, tes préférences et tes déceptions, et ça fera l'objet d'une vidéo à part où je prendrai le temps de partager tes retours. Tu trouveras le formulaire dans la case description, mais je ferai aussi un post à part pour que tu puisses avoir toutes les informations. On le sait, l'IA fait partie composante des plateformes car après tout, c'est elle qui va te suggérer des contenus qui sont le plus susceptibles de te plaire. Netflix a même l'option choisir la vignette qui te donnera le plus envie de cliquer sur leur contenu. Mais une nouvelle étape a été franchie l'année dernière au niveau du doublage. Netflix a tenté avec son programme DeepSpeak de créer des sous-titrages qui matchent avec le mouvement des lèvres. Et Amazon a tenté lui aussi des doublages IA sur quelques séries. Là où pour Netflix ça a marché car selon Mir.com, 82% des utilisateurs internationaux disent préférer le doublage IA au sous-titrage ou même doublage traditionnel, Amazon s'est pété la figure magnifiquement. En même temps, ils n'ont pas été très fut-fut. Ils ont fait ce test sur des animés japonais. Mais d'autres pays sont carrément partis beaucoup plus loin. Une chaîne turque a dévoilé en octobre 2025 la bande-annonce de Castle White, une série 100% IA. Et la Chine a lui déjà un drama qui a fait plus de 170 millions de vues. Et je vais pas te raconter la story de Nine Tailed Fox Demon Falls For Me parce que c'est un foutoir sans nom. Dis-toi que les telenovelas ou même les séries indiennes à côté, ça devient des séries plus logiques et plus sensées. Et tout ça, forcément que ça va poser des questions parce que l'IA, ça pose des questions éthiques, c'est des questions de copyright, de droit, etc., etc. Donc, reste à voir l'importance que prendra l'IA dans les séries 2026 et voir à quel point et à quelle vitesse on s'habituera à ce choix technologique, vu que si les plateformes voudront nous l'imposer, ils le feront, qu'on le veuille ou non. Mais bon, je me la joue très philosophique et tout, mais c'est qui la débile qui regarde des réels avec des chats qui font du kung-fu ? C'est Bibi. Et Bibi, une fois, elle a enchaîné plus d'1 heure avec ce genre de réel. Franchement, c'est trop génial ces trucs. Bref, tout ça pour dire que 2025 a été franchement sympathique, que ce soit au niveau K-drama ou que ce soit au niveau de série. Et on était franchement bien. On a eu des trucs sympas, d'autres trucs moins sympas. Mais l'un dans l'autre, je suggère très fortement aux plateformes de streaming de faire un fusion. Parce que j'en ai grave marre de payer pour 10 000 plateformes de streaming différents. Voilà, si t'as regardé ces 2 vidéos ou même l'une des vidéos en entier, un grand merci à toi de m'avoir suivi. En tout cas, je reprendrai les vidéos, peut-être pas ce dimanche, mais le dimanche de la semaine d'après, sauf si regain d'énergie inespéré. Et on retournera dans le format habituel, soit un mélange entre battle, analyse, résumé, soit sur des sitcoms, des films romantiques, comme le K-drama, animé, etc., etc. Bref, merci encore d'avoir pris le temps d'avoir regardé ces 2 longues vidéos. J'ai hâte de lire ton avis série 2025 en commentaire et tes suggestions de pépites. Et si tu as du temps en plus, n'hésite surtout pas à remplir le formulaire du à dimanche prochain, pas Award édition série. Et en attendant, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine et je te dis peut-être à dimanche prochain. That could have been anyone. What do you mean it could have been anyone? Name me one person who's got a grudge against penguins. Batman? Oh, fuck off.